Bon, alors, vous savez, dans les dernières semaines, on est allé en Bolivie, on est allé au Chili. Là, on va aller à Madrid. On a trouvé quelqu'un. Félix Giroux, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre d'Environnement Jeunesse et là, vous êtes à la COP25 sur le climat à Madrid. Et je trouvais ça intéressant de parler à un citoyen, en fait. Et là, mais là, vous êtes plus qu'un citoyen. Vous êtes. Mais parlez-nous d'abord d'Environnement Jeunesse parce que peut-être que les gens en ont entendu parler. Je pense que c'est vous qui poursuivez le gouvernement. Oui, exactement. Ben, c'est ça. Donc, Environnement Jeunesse, où on entend souvent Enjeu, c'est un organisme pour les jeunes. Dans le fond, c'est qui fait beaucoup d'éducation relative à l'environnement pour les jeunes. Puis aussi, un gros élément qu'ils font, c'est ils portent la voix des jeunes qui, bon, on s'entend, moi je vais le dire, mais on est souvent ignoré, Oui. surtout dans les processus décisionnels. Mhm. Puis, donc, Catherine Gauthier, qui est la directrice générale, qui a un parcours super intéressant, qui a une maîtrise en droit. Puis, elle a comme mis tout ça à profit avec toute son expertise. Puis oui, donc on poursuit le gouvernement fédéral pour son inaction par rapport au changement climatique. Dans le fond, la première étape, ça s'est pas passé, mais là, on est en appel puis on attend. Donc, il n'y a pas plus de nouvelles que ça que je peux vous dire. On Oui, s'entend que cette poursuite-là, je pense pas que, entre vous et moi, vous avez de grands espoirs que juridiquement parlant, ça a un impact, mais je pense que c'est symbolique et c'est aussi pour montrer que la crise climatique est réelle. oui, c'est ça. Ben, la crise, elle est réelle, si on s'entend. Puis après, ben, c'est à quel point est-ce que les gouvernements sont responsables ou une obligation d'agir. Ouais. De plus en plus, tu vois, s'il y a des gouvernements, quand ils commencent à mettre des lois en place pour prouver que la crise, elle est réelle, puis pour admettre qu'ils ont une responsabilité, Ouais. mais une fois que ces lois-là sont en place, puis ils ne les respectent pas, ben, il y a quand même un Ouais. potentiel de gagner. Ouais, Donc, j'avoue. qu'on gagne ou pas, oui, c'est symbolique, mais il y a quand même, tu sais, on ne le sait pas, en fait, Ouais. l'issue de tout ça. Ouais, c'est quand même Ouais. assez nouveau comme démarche. Bon, là, vous êtes à Ouais. Madrid, vous êtes à la COP 25. Parlez-nous un peu de qu'est-ce qui se passe, le climat. Parce que les gens, on entend beaucoup parler dans les médias traditionnels, avec Ouais. souvent des déclarations de politiciens, mais sur le terrain, comment ça se passe, là? Une Oui, conférence sur ben le c'est climat. ça. Ben, je vais prendre un petit pas de recul. Dans le fond, la COP, qu'est-ce que c'est? La COP, c'est l'acronyme en anglais qui est Conference of the Parties. Donc, c'est pas une grosse fête, non, mais dans le fond, c'est le sommet annuel des Nations Unies sur le climat. Donc, depuis 25 ans, donc là, on est à la COP 25. Les parties, dans le fond, sont les États qui se rencontrent pour tenter de négocier et de faire avancer, avoir du progrès, dans le fond, sur cette crise-là qu'on vit, Oui. qui aujourd'hui est évidemment une grande crise. Puis qu'est-ce qu'on vit là-bas? Ben, il y a énormément de choses à dire. Euh, D'une part, il y a les négociations. Donc, ça, ce sont les négociateurs, les ministres et les bureaucrates qui négocient sur différents articles. Il y a des enjeux de droits humains, Ouais. droits de la personne et droits autochtones. Donc, ça, c'est assez complexe. Puis, bon, je suis pas un expert Non, non, là-dessus. non, oui, oui. Puis, je veux dire, on ne participe pas aux négociations justement parce qu'on est de la société civile. On y Oui. a accès à certaines, mais ça arrive parfois aussi que certains États demandent à la société civile de carrément sortir. Oui. Donc, ça aussi, c'est une réalité qu'on vit. Donc, il vous demande de Puis, bon, sortir, il plusieurs vous sont demande fermés. il vous demande de sortir parce que l'objet des discussions peut peut-être porter préjudice à la société civile, dans le fond. Oui, ben complètement, surtout quand on parle de droits humains et droits autochtones, Ouais. d'équité intergénérationnelle et d'un genre. Puis, ben, parfois aussi, c'est juste une tactique de ralentir. Ça prend du temps, faire sortir 150 personnes d'une Ouais. salle, Ouais. puis ils veulent juste faire ralentir tout Ouais. ça. Environnement Jeunesse n'est pas un organisme gouvernemental. Non, absolument pas. Donc, c'est vraiment. Comment vous financez? Comment vous avez réussi à vous retrouver là-bas? Mais oui, ben, en fait, ça, c'est super intéressant parce que si on devait payer de notre poche, ben, on ne serait pas ici. Ouais. Déjà, il faut rappeler que la COP était supposée se passer au Chili. Ouais. Puis, ben, avec le soulèvement social, ça a été déplacé. Puis, on est quand même chanceux que l'Espagne se soit offert en pleine campagne politique. Ouais. Puis, dans le fond, donc ça nous a coûté doublement plus cher, changer les billets d'avion, changer l'auberge qu'on ne s'est pas fait rembourser. Mais donc, il y a Logique, qui est les offices de la jeunesse internationaux du Québec, Ouais. qui financent des projets comme ça. Puis, on est admissible. Donc, il y a quand même le gouvernement québécois dans le fond, qui nous finance Ouais. ça à travers un programme d'équité pour le climat.
et pour la jeunesse aussi, c'est des programmes Oui, c'est ça. d'implication Exact. citoyenne pour la jeunesse. Exact. Et là, vous me disiez tantôt, avant qu'on enregistre, qu'il se passe des choses que les gens ne sont peut-être pas au courant parce que les médias, là, on ne rentrera pas évidemment dans la théorie Ouais. du complot, c'est pas ça, mais quand même, vous êtes là, Non, non. vous êtes sur le terrain, vous voyez ce qui se passe. Parlez-nous un peu justement de cette dimension-là qui nous échappe peut-être. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, pour être un citoyen comme la majorité du monde, c'est extrêmement difficile d'être là dans cette enceinte-là où, d'un côté, on peut participer à des conférences. Donc, il n'y a pas que des négociations. Donc, tu peux aller à des conférences avec les plus grands scientifiques du climat, avec des leaders de pays insulaires qui vivent la crise aujourd'hui. Donc, Ouais. pour eux, c'est pas 2030, 2050, c'est maintenant. Ouais. De communautés autochtones qui parlent aussi de comment ça les affecte. Puis, donc, on sent, tu sais, c'est extrêmement émouvant, extrêmement touchant de sentir à quel point c'est urgent, puis c'est en ce moment déjà que ça se passe. Puis, d'un autre côté, ben, tu rentres dans les salles de négociation où on s'ostine pour une virgule pendant 1 heure, puis rien ne se passe. Donc, il y a déjà ça qui est assez aberrant. Puis, de l'autre côté, donc, il y a les jeunes, nous, la majorité de la société civile, qui ne peut pas être impliquée dans la prise de décision, donc qui commence de plus en plus à faire sentir sa frustration à travers certaines actions qui sont autorisées par l'ONU. Donc, on a le droit parfois de faire une démonstration, une manifestation, parce qu'on essaie de se faire entendre ou de faire vouloir que nos décideurs et nos négociateurs nous entendent. Et là, je suis super émotif parce qu'hier, il y a eu une manifestation historique à la COP qui a été extrêmement intense. Mm-hmm. Dans le fond, c'était pas une manifestation qui était permise parce que, dans le fond, la COP, c'est 2 semaines. La première semaine, c'est surtout des bureaucrates. Cette semaine, c'est tous les ministres et les leaders mondiaux qui sont là. Donc, les règles et la sécurité s'est resserrée énormément. Donc, on se fait à peu près refuser toute démonstration pacifique. Puis, il s'est organisé de façon assez organique. Mais bon, avec WhatsApp et tout, c'est tellement connecté que c'est assez facile de se regrouper sans que la sécurité le découvre. Puis, donc, 30 minutes avant le speech d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, on s'est retrouvés devant une salle de plénière. On était 500 personnes qui se sont retrouvées là et qui ont commencé à chanter des slogans, des chansons, et de façon très pacifique. Mais bon, comme l'ONU et les gardes n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas du tout préparés, puis ils ont extrêmement mal réagi, ils n'étaient pas prêts. Ils ont commencé à bousculer les gens, puis juste le rappeler, dans le fond, cette manifestation-là, c'est sorti quand même assez dans les médias, mais c'était organisé par des leaders autochtones, puis qui était appuyé par les jeunes, puis par, dans le fond, toute la société civile. Puis ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont commencé juste à rentrer dans le tas, puis ils ont sorti 300 personnes, la majorité est autochtone, des jeunes. Il y avait une fille de 14 ans qui a été sortie, qui s'est fait pousser, puis ils ont juste mis dans un hangar dehors, puis ils ont fermé une énorme porte de métal, alors que nous, on était de l'autre côté. Ils ont fait appel à des renforts, la police espagnole qui, n'est pas la police la plus rassurante au monde non plus. Non. Puis, non, c'est ça. Non, mais on a eu Alexandre Chartrand pour parler de ce qui se passe en Catalogne, entre autres, plus tôt cette saison. Et on sait que la police espagnole est particulière, Ben, c'est ça. Puis donc, moi, j'ai eu, dans le fond, cette chance-là de ne pas être pris dans la sourcière. Puis, par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est cette énorme porte de métal se refermer sur 2 de mes amis qui étaient là et 300 personnes, des communautés les plus vulnérables puis les plus persécutées par tout ça, qui se font mettre là dehors. Puis, la police essayait de sortir les médias. Donc, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils allaient faire à ces gens-là. Finalement, il y a des médias qui sont restés. Puis, je pense que ça a permis à que rien ne se passe. Ils ont quand même été pris là 2 heures dans le froid, remis à la police espagnole qui est arrivée avec un tank, tout le monde, en gros fusil et vraiment des principes d'intimidation. Et c'est ça, c'est pas inacceptable. Mais c'est pas justement un signe qu'au-delà du bon vouloir de ces conférences-là, qu'on n'est pas devant une espèce de pièce de théâtre et que dans le fond, les choses ne changeront pas parce que aussitôt qu'il y a des manifestations qui sont même pacifiques, on sort l'artillerie pour vraiment... C'est de l'intimidation carrément. Là. Ben oui, parce que, je veux dire, quand nous, on était dehors,
c'est là qu'on a vu un peu la vraie couleur de la COP, parce qu'il faut se dire que toute la société civile, après ça, a été bannie pour la journée. Ouais. Donc, tous ceux qui ont les badges jaunes, dans le fond, qui sont des observateurs comme moi, Ouais. on n'avait plus le droit de re-rentrer le reste de la journée. Donc, les seuls qui étaient là, c'était des lobbyistes, puis le Ouais. corporatisme, puis l'élite politique qui était juste là ensemble, finalement, à se jaser, puis à continuer ces négociations-là sans observateurs, sans la société Ouais. civile pour faire ce troisième pilier. Donc, ouais. Ouais. Et là, pour la suite des choses, là, j'ai l'impression, Oui, malheureusement, ces conférences-là se poursuivent d'année en année. Ça devient un petit peu une espèce d'élément du décor politique mondial, mais que concrètement, les gouvernements ne prennent pas la mesure des changements. On l'a vu, on le voit encore, la réaction. Greta Thunberg a été nommée personnalité de l'année par le Times, et évidemment, sur les médias sociaux, les commentaires violents sont... Tu sais, les commentaires violents, c'est la pointe de ouais. l'iceberg, parce que les gens qui n'écrivent pas de commentaires violents ne sont pas nécessairement d'accord avec l'acuité de la crise climatique. Comment vous, qui êtes un jeune, je ne sais pas quel âge vous avez, là, on dit jeune, je ne sais pas c'est quoi. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 22 ans. Bon, à 22. 22 ans, vous savez que ça va occuper une partie de votre vie, en fait, cette crise-là. Oui, oui. Et nous aussi, mais moi, j'en ai 48, il m'en reste un peu moins que vous, malheureusement, sur cette terre. Mais comment on va faire pour que les gens prennent réellement la mesure de la crise climatique? Au-delà de ces conférences-là, quel est votre regard là-dessus? Mais oui, c'est super difficile parce que justement, comme je le disais, on n'est pas là. Tu sais, ça va nous affecter. Ben, tu viens de le dire, ça va nous affecter pour toute notre vie. Oui. Puis on n'est pas, on n'a aucun pouvoir décisionnel. On n'est jamais aux tables. Ouais. Puis moi-même, c'est extrêmement dur de comprendre tout ça. Puis sans faire de la partisanerie politique, il y a quand même eu plusieurs députés de l'opposition qui sont venus nous rejoindre, donc Environnement Jeunesse, puis qui ont discuté De avec nous. l'opposition au fédéral ou au provincial? De quel parti exactement? Donc, c'est ça. Ben, il y avait donc Rupa Gazal Oui, le Québec du solidaire. Québec solidaire, Mhm. Sylvain Gaudreault, Oui, du PQ, oui. oui, c'est ça, du PQ. Oui. Puis, donc, puis ça, c'était de l'opposition qui était là. Justement, je parlais à Rupa Gazal parce que pour moi, la politique, le gouvernement ou le décisionnel, c'est un peu une boîte noire. On se dit, tu sais, on est là à faire du bruit, à demander, à se sentir impuissant face à tout ça. Oui. Puis, donc, je demandais un peu sa perspective. Puis, euh, dans le fond, elle, ce qu'elle dit, puis ça, on le dit aussi, c'est qu'il y a à peu près personne qui dit qu'il n'y a pas d'urgence. Ouais. Tout le monde s'entend, tant des travailleurs que les jeunes, que, ben, en fait, toutes les générations, euh, qu'il y a une urgence. Ouais, il y a un consensus. La société, oui, c'est ça. La société civile est déjà en action. Mais ça reste assez local et individuel. Bon, même à l'international, c'est collectif, mais c'est pas au niveau de la gouvernance Ouais. que ça change. Puis, elle, ce qu'elle voit vraiment, ben, elle le dit, ça prend des politiques publiques, puis il va falloir resserrer le rôle aussi des corporations, des entreprises qui continuent à polluer sans se soucier de quoi que ce soit. Il va falloir abattre Donc, le capitalisme. moi, je dirais oui. Là, Oui. Oui. C'est une grosse mission quand même. Ben, complètement. Puis après ça, c'est sûr que quand tu vois les leaders qui sont là, donc, tu sais, je peux parler un peu de notre rencontre avec le ministre Charette. Euh, Dans le fond, nous, on était là, les jeunes, société civile, puis donc on a fait des demandes super précises. C'était vraiment particulier dans la salle parce que lui, bon, tout bon vivant, il s'introduit, il nous dit, il se dit environnementaliste et tout ça. Puis là, c'est le temps du tour de table, puis on commence, puis ça part raide. Donc, c'est de dire qu'il sacrifie, dans le fond, nos régions pour l'extraction de ressources naturelles, même dans une perspective de transition, ce qui est inacceptable. On demande des transports en commun accessibles, puis pas juste à Montréal. Il parle de société de déchets de consommation. J'ai parlé de l'abandon, justement, de la croissance à tout prix, puis il faut être à l'aise avec le principe de décroissance. L'intégration de savoirs autochtones dans la prise de décision, le respect de leurs droits fondamentaux. Puis, finalement, de lui de nous répondre de c'est beau de rêver, vous êtes beaux, les jeunes, mais que, dans le fond, le Québec et lui ne veulent pas se mettre une trop grande ambition par peur de ne pas pouvoir atteindre cette ambition. Ben oui. Puis, c'est vraiment une réponse qui est, à nos yeux, inacceptable. C'est vraiment un manque de... Moi, je ne comprends pas comment on peut répondre ça.
c'est soit le climat ou les changements Mais climatiques qui mais nous c'est rattrapent ou une politiquement, chose. politiquement, c'est pas payant devant les électeurs. Tout ce que vous demandez, c'est sûr que ça implique. Tout le monde est pour la tarte aux pommes, mais quand c'est le temps de faire de vrais changements à notre mode de vie, parce que c'est ça que ça va demander, c'est là que c'est beaucoup plus difficile. Mais là, vous avez 22 ans, vous êtes là-bas. Est-ce que tout ça va peut-être finir par vous donner envie de vous lancer vous-même en politique pour que les choses changent et non pas attendre que ça vienne de gens que vous avez élus, dans le fond? Est-ce que ça ne sera pas ça, la continuité de votre démarche? Tu sais, on s'en parle justement ici, puis c'est extrêmement, c'est dur de répondre à ça parce que d'un côté, oui, on le veut, on voudrait. D'un autre côté, on le voit quand un adulte d'expérience, tu sais, comme Stephen Guilbeault qui s'est lancé, Ouais. ça a été, tu sais, il a été ramassé de tout bord, de tout bord, de tout côté. Ouais. Puis alors que, tu sais, c'est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves. Ouais. Donc là, on se dit, ben, tu sais, si nous, comment on va être traités, nous aussi, dans tout ça? Est-ce qu'on veut juste nous dire, encore une fois, on est beau, puis en fait, c'est juste dur de voir exactement c'est quoi notre place. Mais oui, je pense que ce serait fou si, aux prochaines élections provinciales, fédérales, il y avait une mobilisation des jeunes qui se présentent, puis si c'est 1%, 2% de tout ça qui se fait élire, ben c'est peut-être un ou deux députés de plus, puis tranquillement, ça va faire une différence. Mais je pense que le changement qu'on demande ne passe pas qu'en politique non plus. C'est vraiment cette idée de collaboration trisectorielle entre le privé, le public et le pluriel ou la société civile qui doivent tous travailler en commun. Puis là, on est plus dans un mode collision entre ces trois secteurs-là qu'en mode collaboration. Cette dernière phrase-là, Félix Giroux, est vraiment non, mais elle est intéressante parce qu'effectivement, moi, ça met des mots sur... Oui, c'est vrai que ces trois secteurs-là devront travailler ensemble, mais là, c'est vrai qu'on est dans la collision, mais qu'éventuellement, va falloir collaborer, sauf que l'entreprise privée, entre autres, parce que ça, je me demande si les entreprises ne sont pas trop grandes pour les gouvernements qui, dans le fond, ne nous le disent pas, mais ne peuvent plus faire grand-chose, entre autres avec toutes les ententes multilatérales de libre-échange qui ont été négociées en secret, où on sait très bien qu'il y a des tribunaux indépendants qui font en sorte que les traités soient appliqués, et c'est souvent au détriment de la population civile et donc de l'environnement. En tout cas, je ne veux pas être... Oui. Non, mais oui, complètement, parce que, tu sais, moi aussi, j'ai milité ou travaillé aussi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Puis, tu sais, il y a quand même un modèle d'entreprise qui est super intéressant, inclusif, qui existe déjà, puis qui n'est pas ce modèle extractiviste qui est extrêmement polluant, puis qui s'acharne sur le peuple puis les travailleurs qui, dans le fond... Oui, mais il y a une logique marchande néolibérale de profit à l'extrême, oui. Exactement. Puis il y a des modèles alternatifs qui existent déjà. C'est juste François Legault aussi, c'est un produit de ce système-là qui a été à la tête d'une de ces grandes entreprises-là. Oui. Devoir remettre en question son succès puis son parcours et de se dire, moi-même, à travers mon parcours, j'ai contribué à toute cette déstabilisation sociale et environnementale-là. Puis, il est à la tête maintenant de notre gouvernement. Donc, s'il peut pas se remettre en question lui-même, il ne pourra pas remettre le système en question. Oui, tout à fait. Mais, exact. Félix Giroux, merci beaucoup de nous avoir parlé en direct de Madrid. Merci à toi, Fred. Merci. Alors, c'était Félix Giroux du groupe Environnement Jeunesse qui était en direct de Madrid à la COP25.